Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Je suis ravi de vous retrouver pour l'interview du dimanche. Et ce dimanche, je suis vraiment ravi de recevoir la première femme sur la chaîne. Donc vraiment, ça fait plaisir. Vous savez, pour moi, c'est vraiment important, notamment parce que j'ai deux filles et donc ça a quand même une incidence sur ma façon aussi d'investir parce que j'investis pour elles. Donc on va parler de tout ça donc avec Valérie qui du coup de la chaîne du même nom. Voilà, on va aussi lui demander pourquoi elle a appelé sa chaîne de son prénom. Donc Valérie. Donc vraiment, je voulais la remercier parce que aussi elle a été hyper active. Voilà, c'est assez rare. Il y en a beaucoup de personnes que je contacte justement pour faire les interviews et qui me disent oui, bon, on se verra dans 2 mois, on se verra dans un mois. Elle, ça a été direct. Voilà, ça a été, voilà, on fait ça tout de suite, voilà, direct et on sent, c'est son tempérament. Elle est hyper réactive. Vous allez voir. Et là, pour donner un peu de contexte, il est 7h30 du matin. Elle a dit on fait ça avant le travail. Parce que oui, tous les deux, on travaille, on est salariés. Donc voilà, on va parler de tout ça et vous allez voir, elle est vraiment passionnante parce qu'elle investit dans à peu près tout. Alors, on va pas parler de tout parce qu'on n'a qu'une heure et demie pour cette interview, mais vous allez voir vraiment, c'est vraiment une super investisseuse. Et je voulais aussi la remercier parce qu'elle m'a pas snobé et qu'elle a quand même une très grosse chaîne, donc avec plus de 80 000 abonnés. Donc voilà, vraiment, merci à elle. Donc Valérie, bonjour, bienvenue et merci d'être avec nous. Salut Cédric, merci beaucoup pour l'invitation. Et non, moi, au contraire, je trouve que c'est cool de rencontrer, de discuter avec de nouvelles personnes, parce que des fois, on a tendance à être un petit peu enfermé dans son petit monde et son petit quotidien. Et c'est pour ça que voilà, je dis oui quand j'ai l'occasion de discuter avec quelqu'un de nouveau. Bon, vraiment, merci. Et du coup, comme je disais un peu en introduction, ça me fait vraiment plaisir de recevoir enfin une femme. C'est vrai qu'il y a peu de femmes finalement dans l'investissement. En tout cas, je sais pas. C'est ce que je vois sur, par exemple, mes stats YouTube. Je sais pas. Je pense qu'il y a un problème sur les stats parce que apparemment j'ai que 99% d'hommes qui me suivent. Donc je trouve que c'est un peu bizarre. Pourtant, je vois parfois des pseudos de femmes, en tout cas qui me parlent. Donc et c'est vraiment une préoccupation parce que, par exemple, moi, dans mon entourage, j'ai pas forcément de femmes qui s'intéressent à l'investissement. Et comme je dis, j'ai deux filles et tout ce que je construis, mon patrimoine financier, c'est aussi pour elles que je veux leur transmettre. Et j'ai pas de modèle par rapport à ça. Et donc, je trouve que c'est vraiment important d'avoir ça, du coup, quand même des femmes qui investissent et qui le font très bien parce qu'il paraît qu'il y a aussi des statistiques comme quoi les femmes investissent mieux que les hommes. Donc, vraiment, pour moi, c'est important et je suis ravi, du coup, de pouvoir discuter avec toi de tout ça. Déjà, je vais te laisser te présenter, savoir qui tu es, quel âge as-tu, où vis-tu et que fais-tu pour vivre? Bien, bonjour à tous, à ceux qui ne me connaîtraient pas. Du coup, je m'appelle Valérie, j'ai 33 ans, j'habite en Poitou-Charentes avec mon conjoint et mes deux chats. Et au quotidien, la journée, je suis physicienne médicale, donc je travaille en radiothérapie et je suis un peu comme une pharmacienne des rayons voilà, pour traiter le cancer. Et en parallèle de ça, j'investis, du coup, ça prend un petit peu de temps. Et je fais aussi depuis quelques temps de la création de contenu depuis environ 4 ans, donc principalement sur YouTube. Ok, très clair. Bon, on va parler de tout ça. Du coup, c'est quoi ton objectif dans la vie? J'aime bien de dire l'objectif SMART, donc spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et timé dans le temps. Donc, c'est quoi ton objectif de vie? Pas forcément que d'investissement, mais vraiment ton objectif de vie. Alors, malheureusement, il n'est pas trop smart, l'objectif. On va dire en grande règle générale, c'est être heureuse C'est déjà bien. et profiter de ma vie. Il y a plein de choses que je veux faire autour de ça. Voilà, moi, j'aimerais rembourser ma maison. J'aimerais, si je voulais, ne pas avoir à dépendre de mon travail pour vivre. Donc voilà, si j'arrive à me créer suffisamment de revenus parallèles pour avoir le choix, même si j'ai un boulot qui en réalité est super et je pense que je suis beaucoup mieux lotie que beaucoup de gens en France. Voilà, c'est vrai que de temps en temps, le quotidien, il nous rattrape tous, le stress, etc. Et moi, voilà, j'ai envie de profiter de ma vie. Et voilà, grosso modo, c'est à peu près tout autour de ça. J'ai envie de profiter de mon conjoint, j'ai envie de voyager, j'ai envie de faire des festivals de musique électro parce que j'adore ça. Voilà, j'ai envie, je pense, comme beaucoup de gens, d'être un peu plus libre dans mon quotidien, dans mes loisirs, etc. Et je pense que c'est déjà pas mal. Ok. Et qu'est-ce qui, du coup, c'est quoi ton pourquoi vraiment? Parce qu'honnêtement, tu fais vraiment beaucoup de choses. Donc, t'as vraiment,
Tu as l'air très organisé du coup, mais c'est quoi, pourquoi tu arrives à te bouger le cul quand c'est un peu plus compliqué peut-être? Donc vraiment, c'est quoi ta vraie motivation pour atteindre ces objectifs? Être heureux, bon, en même temps, être heureux, je pense que c'est un très bon objectif, mais dis-moi tout. Hem, je dirais que, enfin, quand tu as des moments, pas seulement des journées un peu difficiles quand tu travailles, mais bon, quand tu vois des gens autour de toi qui ont des problèmes de santé, ce genre de choses, bon, c'est un peu bateau, hein, mais tu te dis que la vie est courte et que tu as envie d'en profiter. Et c'est vrai que je fais beaucoup de choses et parfois c'est pas évident et même des fois je fais un peu trop. Des fois je frise un peu le trop plein. Mais je me dis que ça vaut le coup en fait de, de, de forcer pendant quelques années et puis d'en profiter sur le long terme après, tu vois. Donc, je me dis, voilà, tant que je suis jeune, que j'ai l'énergie, que j'ai l'envie, faut en profiter pour mettre en place des choses. Et puis, on verra dans quelques années si je peux lever le pied un petit peu. Ok, très clair. Euh, Quand as-tu commencé du coup à investir? Parce que tu es jeune, hein, tu as que 33 ans. En 2018, en fait, c'est tout simplement quand j'ai terminé mes études et que j'ai commencé à travailler. Donc c'est à ce moment-là où j'ai commencé à gagner ma vie et j'étais plus étudiante. Et c'est aussi le moment forcément où j'ai commencé à découvrir l'investissement parce que je regardais YouTube et que j'ai commencé à voir des publicités sur YouTube dans ce thème-là. Donc je me suis dit, tiens, je vais regarder. Au départ, c'était des pubs sur l'immobilier. Et en fait, ça m'a intéressé tout de suite. Parce que moi, depuis que je suis petite, j'adore le Monopoly. Du coup, je me suis dit, c'est trop bien si je peux acheter un appart, faire des travaux, mettre un locataire, avoir un loyer, etc. Je me suis dit, en fait, je pense que ça me correspond bien. Et comme vraiment, quand j'ai commencé à travailler, je touchais mon salaire et puis j'avais aucune charge en parallèle, je me suis dit, en fait, let's go. Donc, en fait, en quelques mois, ouais, je me suis mise à bouffer tout Internet sur le contenu immobilier, notamment, et à me renseigner, et puis à regarder autour de chez moi. Et puis voilà, je me suis lancée. Ok, bon, et, du coup, c'est vraiment, enfin, le déclencheur, c'est presque un hasard parce que tu as vu ces pubs ou c'est vraiment, tu cherches, enfin, tu y allais vraiment sur YouTube spécifiquement pour voir ce type de contenu? Est-ce que tu avais ça déjà en tête ou... Heu, franchement, c'est un heureux hasard, on va dire. Moi, j'ai toujours, consommé énormément de vidéos YouTube, mais plus, divertissement du coup. Mhm. Et je pense que j'étais à un moment de ma vie où voilà, j'étais jeune, jeune diplômée. Je me suis retrouvée tout d'un coup avec, une capacité d'épargne énorme par rapport à ce que j'avais connu, jusqu'à présent. Et je pense que voilà, j'ai été très, très bien ciblée par, les algorithmes, de publicité et par les gens qui les utilisent. Et ouais, c'est bien. Je suis contente. Je regrette pas en tout cas. C'est une bonne chose, c'est un heureux hasard, du coup. Ok, très clair. Du coup, alors là, je voulais juste qu'on reparle un peu par rapport, du coup, au fait, comment toi tu expliques aujourd'hui qu'il y ait moins de femmes dans l'investissement? Euh, je pense qu'il y en a. Peut-être un petit peu moins que les hommes, mais je suis pas sûre que ce soit si disparate que ça. Tu disais, toi, tu avais 99% d'hommes qui suivaient la Ah, chaîne. Bon, selon YouTube. si ça se développe, normalement, ça devrait arriver à 70-30 à peu près. Voilà, moi, moi, c'est à peu près mes chiffres. J'ai un tiers de femmes. Les copains qui ont des plus grosses chaînes aussi, c'est à peu près ça, les statistiques. Moi, après, sur réseaux sociaux, genre Instagram, j'ai, je pense, plus 50-50, mine de rien. Mm. Parce que aussi il y a plus de proximité, voilà, on aime plus échanger. Et même quand je fais des séminaires, des événements et tout, il y en a quand même une belle proportion en vrai. Je pense pas qu'il y en ait forcément moins, je pense qu'elles sont plus discrètes et qu'elles se montrent moins, qu'elles se mettent peut-être moins en avant aussi. Parce que tu as toujours un petit peu le syndrome bon élève, faut pas déranger, voilà, un peu plus discrète. Enfin, on nous apprend quand même, il y a plus culturellement, on nous dit que c'est mieux d'être discrète et pas trop en faire des tonnes. Alors que voilà, les gars, ils n'ont pas peur de se mettre en avant. Moi, c'est vrai aussi que même avant de faire un peu de contenu de façon beaucoup plus régulière et tout, j'avais pas mal de syndrome de l'imposteur, de me dire, bon, quelle est ma place? Qu'est-ce que je peux apporter de plus alors qu'il y a déjà tout? Alors qu'un homme, il va pas forcément se poser ce genre de questions, tu vois, il va y aller et puis il va se dire, bon, advienne que pourra. Peut-être qu'on réfléchit trop. On a tendance à, voilà, à reculer un peu trop avant de sauter, on va dire. Et du coup, tu as eu des modèles ou honnêtement, enfin, des modèles femmes ou vraiment, peu importe, homme-femme, on s'en fout, on y va, on fonce. Non, moi, peu importe, je m'en fiche. Et après, à titre perso, j'ai pas non plus
trouvé de femmes que j'aimais bien suivre. Donc voilà, moi je regarde un petit peu de tout. Je regarde beaucoup moins de contenu investissement avec le temps aussi. Parce que je pense qu'il y a un moment où j'ai l'impression d'avoir fait le tour, entre guillemets, et enfin, faut dire ce qu'il y a, mais tu réinventes pas la roue de toute façon. Quand tu parles d'investissement, une fois que tu as les grands principes, les grands concepts, les bonnes habitudes et tout, bah, en fait, c'est juste reproduire ce que tu connais et pas faire d'erreurs. Et au final, voilà, quand tu as une bonne base, normalement, à part si tu te diriges vers un nouvel investissement que tu connais pas, je pense que tu as tendance à freiner un peu le contenu qui peut être un petit peu voilà, redondant parfois. Oui, et puis au final, tu le vis. Donc, quand, à mon avis, tu bouffes du contenu, tu as envie de voir un peu autre chose de ce que tu vis au C'est ça. quotidien. Donc, au bout d'un moment. Et puis, bon, après, sur le contenu un peu public, bah ouais, c'est un peu. On survole un peu quand même, malgré tout, les choses. Donc, je pense que la base, tu l'as largement parce que tu l'as vécu. Donc, c'est un peu logique aussi, au bout d'un moment. Enfin, Mm. c'est peut-être un peu moins intéressant. Ok, bon bah très clair. Donc c'est juste une image peut-être d'homme qui est la mienne, qui fait qu'en fait et mon environnement qui fait que j'ai l'impression qu'il y ait peu de femmes. Malgré tout, c'est vrai que tu as raison. D'ailleurs, dans les séminaires, il y a quand même beaucoup de femmes en fait. C'est vrai, et surtout sur la partie immobilière. Donc ouais, non, c'est vrai. En fait, tu as entièrement raison sur cette partie-là. Ok, du coup, on va commencer un peu bah, sur toi, sur ton parcours d'investisseur, savoir bah, dans quoi tu investis, notamment dans les grandes lignes pour démarrer. Bah, du coup, comme je te disais, j'ai commencé par l'immobilier. Donc j'ai de la chance d'être dans une zone où l'immobilier est pas trop cher et où j'ai une capacité d'endettement en plus qui est plutôt pas dégueulasse. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, bon, bah écoute, quitte à avoir la capacité, je vais commencer gros, je vais acheter un immeuble. Donc j'ai acheté un immeuble de 4 appartements en 2018. Et après ça, bah, j'ai enchaîné avec le temps. Donc en 2019, mon conjoint et moi, on a acheté notre résidence principale, notre maison. En 2020, j'ai acheté un deuxième immeuble de 4 appartements avec plus de travaux cette fois-ci. Et troisième immeuble, mais de 2 appartements cette fois-ci en 2022. Donc les 2 premiers immeubles, ils sont un peu dans des configurations similaires. C'est 4 logements, mais un peu studio T2. Voilà, le plus grand logement que j'ai, c'est un T3 qui fait 50 mètres carrés à peu près. Et le troisième immeuble, j'étais pas forcément dans une situation, on va dire, De recherche. morale, ouais, une situation de recherche et tout, mais je faisais quand même un petit peu de veille immobilière, on va dire, que j'aime bien regarder le bon coin de temps en temps. Puis j'avais un copain qui cherchait aussi, donc voilà, on en parlait de temps en temps, donc je regardais au cas où je trouvais un truc pour lui. Et en fait, je suis tombée sur une annonce où le prix au mètre carré était vachement intéressant. Et où cette fois-ci, je me suis dit, ah, ça pourrait être plutôt du patrimonial plutôt que du rendement locatif. Mais surtout, en fait, voilà, prix mètre carré intéressant. Et je me suis rendu compte au final qu'une fois rénové, bah, ça pouvait être aussi intéressant en termes de rendement. Et surtout, là, je suis sur 2 logements qui sont beaucoup plus grands. C'est des T4 avec des petits jardins, donc des petites maisonnettes en fait, de ville. Et ce qui me permet un peu de diluer mon risque sur différents types de logements parce que là, je vais être plus sur des grosses surfaces avec des profils type famille, voilà, jeune couple, etc. Alors que pour l'instant, c'est plus étudiants, jeunes actifs. Quoi. Donc forcément, petite surface avec Mm. turnover plus important, alors que les familles, le turnover aussi est un peu moins important. Et donc, ça se fait aussi un peu moins de travail aussi. Ok, donc tu as commencé par l'immobilier. Après, je crois que tu as, encore une fois, dans les grandes lignes, tu as touché un peu à tout. C'est Est-ce que ça. tu peux nous en dire rapidement? Euh, Encore une fois, pas dans les détails, mais juste dans les grandes lignes, dans quoi tu as investi. bah, du coup, comme c'était une époque bah, de 2018 quand j'ai commencé voilà, à bouffer tout Internet, comme je te disais, sur niveau contenu, bah, j'ai commencé à trouver plein d'autres types d'investissements. Je me suis intéressée au crowdfunding. Donc, crowdlending, c'est des prêts de particuliers à entreprises, par exemple, prêts participatifs. Euh, Au début avec du succès, et puis en fait le Covid est passé par là, donc en fait j'ai arrêté malheureusement. Et parce que niveau rendement, risque, c'était pas trop ça. Il y a plein d'entreprises qui ont été en défaut ou qui ont fait faillite et tout, donc c'était compliqué. L'assurance vie aussi, donc enveloppe d'investissement, mais qui était investie en bourse. Donc je me suis intéressée au sujet. J'adore aussi parler de fiscalité. Je trouve que c'est un sujet qui est Ok. vraiment passionnant.
Et malheureusement, tu vois, pour moi, la fiscalité, ça fait partie des trucs où je me dis, les gens s'y intéressent pas assez à mon goût. On a tendance à être en mode, bon, la fiscalité, c'est compliqué, les impôts, etc. Mais en fait, non, quand tu mets ton nez dedans, c'est plutôt logique. Et même la déclaration d'impôt, voilà, au fur et à mesure du temps, des fois, je découvre des choses, je me dis, ah, c'est complexe, mais je trouve ça passionnant. Ah, Donc, mais, j'encourage les gens à s'intéresser à la fiscalité mm. parce que vraiment, je trouve que c'est un sujet cool. Et honnêtement, Euh, sans te couper, ouais. mais enfin, voilà, pourquoi plein de gens qui déclarent finalement leurs impôts, enfin, en fait, ils font confiance à ce qui est limite ce qui est pré-rempli souvent. Et limite, ils cliquent et ils disent OK. Enfin, ils regardent à peine ce qu'il y a, finalement ce qu'il y a. Enfin, aujourd'hui, comme beaucoup de choses est pré-rempli et il y a les plateformes et autres ou les banques qui donnent déjà toutes les infos aux impôts, bah, au final, ils n'ont rien à faire. Et je trouve que le système d'avant où on devait remplir sa feuille d'impôt sur papier, au moins on devait faire la démarche bah, de regarder finalement combien on gagnait. Donc, je sais que la gestion du budget aussi est un de tes chevals de bataille, mais c'est ouais, au moins on devait regarder finalement vraiment combien on gagnait, combien vraiment on va payer d'impôts, quels sont vraiment nos investissements. Enfin, en fait, il y avait vraiment une vraie démarche derrière ça. Aujourd'hui, bah, tout est fait. Voilà, il faut juste passer les étapes. À la fin, on signe et on sait combien on va payer d'impôts. Mais la démarche, elle est pas pareille. Et je pense que les gens s'intéressent beaucoup moins à ça. Et en effet, c'est complexe. Pour le coup, moi, je Mm. passe un week-end, hein. Ça, c'est aussi un problème. Mais après, honnêtement, malgré tout, c'est intéressant et je pense qu'il y a plein de choses à faire sur cette partie-là. Mais c'est très, très normé en France et ça, c'est aussi un problème. Non, c'est vrai que c'est vrai que c'est un système qui est très normé, mais malheureusement, ça entraîne un petit peu les gens à être un peu trop passifs, je trouve. Et c'est d'autant plus dommage qu'en fait, ce système, il est loin d'être parfait. Parce que quand tu commences à fouiller, à mettre le nez dedans, tu te rends compte que bah, si tu commences à investir beaucoup, la télétransmission, notamment des plateformes aux impôts, c'est pas un truc ultra automatique. Et il y en a qui ne le font pas ou pas bien. Donc voilà, moi, tous les ans, mes impôts, je corrige mes déclarations. Pareil, les frais réels, il y a plein de gens qui le savent pas, mais en fait, on leur dit ah, tu devrais peut-être passer aux frais réels et tout, mais en fait, dans la pratique, ils se disent oui, mais je sais pas comment je fais, etc. Alors qu'au final, c'est pas très compliqué quand tu t'y intéresses, vraiment quand c'est une partie, une petite partie sur les impôts. Voilà, une fois que tu as compris le système, tu te dis ah oui, bah, ça vaut le coup de s'y intéresser. Ouais, non, bah, les frais réels, c'est un point en effet qui peut être intéressant, plus peut-être aussi pour les personnes en province, que les distances sont souvent plus importantes que nous à Paris, mais clairement, c'est un bon point. Et enfin, j'avais fait une vidéo là-dessus, mais la flat tax, elle est en désavantage pour 85% des foyers français. Donc, et pourtant, c'est le système par défaut. Donc, clairement, enfin, il faut mettre son nez dedans et je pense que ça peut être intéressant parfois. Et puis, je crois que c'est aux États-Unis où limite, c'est un devoir de payer le moins d'impôts possible, en tout cas de payer les vrais impôts. Et la France, c'est un peu, on a l'impression que c'est un peu le contraire, quoi. L'objectif, en tout cas, c'est pas un devoir parce que vous avez le droit de contester, même après, je crois, jusqu'à 2 ans. Donc, contester et bien sûr, vous serez remboursé. D'ailleurs, il y a plein de choses comme ça. Taxe foncière, par exemple, vous pouvez contester la taxe foncière. Et ça c'est l'avantage d'ailleurs de tout ce qu'ils ont sorti récemment avec vos biens immobiliers, parce que du coup, vous avez les vraies surfaces cadastrales qui sont prises et parfois elles sont fausses. Et ça, je l'ai fait moi du coup l'exercice. Et du coup, j'ai contesté. J'ai dit non, moi, j'ai prouvé que mon appartement, par exemple, était plus petit que ce que eux annonçaient. Et du coup, ils m'ont remboursé une partie de mes taxes foncières sur certains de mes apparts. Bon, en tout cas, voilà, il y a des astuces comme ça à faire et c'est assez intéressant. En effet, il y a plein de choses à faire. Ok, alors on va reparler d'immobilier, même si tu nous as dit du coup un peu déjà tout ce que tu as acheté. Donc si je comprends, si j'ai bien compté, tu as 2 immeubles de 4 appartements, donc soit 8, tu as RP et du coup un autre immeuble de 2, donc tu as déjà 11 biens immobiliers à 33 ans, ce qui est déjà honnêtement pas mal du tout. Ouais, et il y a un petit appart au Mexique à acheter avec des potes aussi en C'est vrai. 2022. Je l'oublie. Là, on est en cours de revente, on va dire. Mais voilà, c'est le dernier bien immobilier. Et puis après, il y a tous les trucs dont j'ai pas parlé. Voilà, il y a un peu de bourse, un peu de crypto, un peu de crowdfunding, de l'investissement dans le vin. Enfin, là, il y a plein de choses. Ah si, le vin d'ailleurs, c'était une partie qui m'intéressait. Mais on va voir si on a le temps à la fin. Ok, donc voilà, comme en effet, tu es une investisseuse complète, hein, donc tu as touche à tout. Et encore une fois, j'ai envie de dire presque comme tout bon Français, tu as commencé par l'immobilier parce qu'on a quand même une chance incroyable en France, c'est le levier bancaire. Voilà, c'est pas le cas dans tous les pays. Et clairement, l'un des meilleurs moyens pour se créer un capital, c'est ce levier bancaire parce qu'en plus, pour avoir regardé tes vidéos, tu as tous financé à 110%, donc tu n'as pas mis Oui. d'apport.
Donc ça, c'est quand même une grande chance. Enfin, clairement, ça existe qu'en France, hein. Enfin, à l'étranger, ça, c'est impossible. Il faut mettre de l'apport entre 20 et 30% minimum dans tous les pays. Et nous, chez nous, on peut même faire à 110%. On peut emprunter pour les travaux, on peut emprunter pour la partie notaire. Enfin, et en plus, vous pouvez faire passer deux, trois, même les meubles. Ça peut passer sur, il y a des techniques pour le faire. Donc, si vous faites du meublé, bien sûr. Donc, vraiment, c'est assez exceptionnel sur d'avoir ce système bancaire, même si ça commence à un peu changer. On a eu un peu de chance aussi, à mon avis, d'investir avant. Parce que voilà, je ne sais pas si aujourd'hui tu es en recherche de biens et si tu veux d'ailleurs continuer à acheter des biens. En vrai, là, pour l'instant, déjà, je me concentre sur la rénovation de mes apparts. Parce que, comme je te disais, le troisième immeuble, il n'était pas forcément prévu. Donc, c'était une opportunité. Mais du coup, je l'ai acheté un peu vite parce qu'en fait, mon deuxième immeuble, notamment, tout n'était pas rénové. Le premier, ça va. Et du coup, il y a quand même un moment là où je me suis retrouvée avec un peu trop d'appart vide parce qu'il fallait faire des travaux dedans. Et moi, pour le coup, j'ai pas emprunté pour les travaux. Je l'avais fait pour le deuxième immeuble, mais en fait, le souci, c'est que, enfin, le Covid est passé par là, donc il y avait un appart où vraiment c'est une ruine, donc il faut tout refaire dedans. Entre le début du projet et quand j'ai acheté et tout, il y a le Covid qui est passé par là. Le budget, c'était plus du tout le même pour la rénovation d'appart. Et j'ai pas pu utiliser mon budget travaux pour rénover les apparts qui étaient occupables mais à rafraîchir, parce qu'en fait mes locataires sont partis très longtemps après, donc je suis arrivée au bout de mon différé, j'ai dû abandonner mon budget travaux. Et du coup là je finance sur fonds propres les travaux. Donc voilà, j'ai encore bien de quoi faire avec ce que j'ai actuellement, et j'ai envie entre guillemets de me reposer un petit peu sur mes lauriers pendant quelques temps. Et comme tu disais, c'est beaucoup de gestion, mine de rien, l'immobilier, voilà, c'est notamment avant la mise en location. Après, tu croises les doigts pour que ça se passe bien. Mais moi, voilà, je gère mes biens toute seule, je ne suis pas en agence, et j'ai envie de diversifier un petit peu avec le reste à côté, notamment la bourse, où voilà, tu investis, tu laisses couler, tu touches des dividendes ou pas, ça prend de la valeur ou pas, mais tu t'en occupes pas plus que ça, quoi. Ok, bon, on va parler à la fin justement de ce côté peut-être immobilier mais plus passif. On en parlera juste après. Je crois que du coup, tu as acheté tous tes immeubles en nom propre. Oui. Ok, est-ce qu'il y a une raison à ça? Il n'y a pas de raison à le faire en SCI. Ok. Je C'est une très bonne te réponse. dirais Non, mais l'inverse, en fait. C'est ça. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de gens qui se dirigent vers la SCI un peu trop rapidement, ou les montages de holding, de machin, tu vois. En fait, juste acheter en nom propre, commencer petit et simple, ça a du bon. Et alors aujourd'hui, moi, j'ai 3 apparts sur 10 qui sont en meublé. Ok. Je tombe pas dans le loueur meublé professionnel non plus, avec 3 apparts loués en longue durée. Donc en fait, j'ai pas forcément d'intérêt à acheter via un autre montage. Éventuellement, c'est quelque chose que je ferais si jamais je voulais acheter avec mon conjoint. Mais là, pour le coup, j'ai acheté toute seule, donc voilà. Ok, très clair. Et ben, parfait sur cette partie-là. Et en effet, bon, déjà, tu as du LMNP, donc déjà, il y a quand même un côté où tu peux amortir et donc payer quand même un peu moins d'impôts. Après, sur la partie en nu, bon, moi, je suis pas un grand fan de ça, mais parce que j'aime pas payer des impôts, hein, clairement, enfin, le moins possible. Donc, voilà, c'est clair. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai tout en meublé, et sauf mon immeuble qui est en SCI. Ok, est-ce que tu peux parce que l'immobilier, c'est bien, ça rapporte entre guillemets, mais est-ce que tu as connu quelques difficultés quand même? Plein? Oula, je pense que si tu veux faire un épisode sur les galères en immobilier, on peut. Ouais, non, ça peut durer longtemps, mais quelques difficultés, en tout cas les principales. Alors, relativement récemment, j'ai eu un problème de puce dans un appartement. Donc, j'ai un locataire qui avait pris un petit chat et qui ne l'a pas traité, et qui est parti. Donc, ça s'était bien passé et tout. Le logement reste peut-être 2 semaines vide, et mon conjoint, il va pour refaire un petit, enfin, je sais plus ce qu'on a fait, mais un petit coup de peinture vraiment sur un mur et tout. Et on commence à se dire, tiens, c'est bizarre, on a des chats, enfin, nos chats commencent à avoir des puces. Donc, on se dit, bon, c'est pas grave, on va les traiter et tout. Et on fait pas plus attention que ça.
Et moi, j'ai commencé à mettre l'annonce en ligne pour louer. Et pareil, une grosse semaine après, je vais au logement peut-être 10 minutes avant ma première visite, histoire de tout cliner avant la visite. Et il y a un moment, je me dis, putain, ça me gratte sur ma cheville et tout. Et je baisse les yeux et il y avait vraiment, je devais avoir une vingtaine ou une trentaine de puces sur les chevilles et le bas des jambes sur mon pantalon. J'ai hurlé. Et voilà, je suis sortie en courant. Et en fait, oui, du coup, c'est que les puces du chat du locataire avant, elles étaient restées dans le parquet, elles s'étaient multipliées dans le parquet, elles avaient très faim, visiblement. Donc, en fait, c'est que au début, là, je te disais que mon conjoint était passé. En fait, il avait ramené des puces du logement chez nous. Donc, c'était une grosse galère pour m'en occuper, notamment parce qu'en parallèle, j'avais des visites. Donc, voilà, j'étais un peu gênée, quoi. Surtout que je déteste ça. Donc, j'ai acheté, je sais pas combien de produits pour traiter moi-même et tout. Ça allait, mais tu revenais quelques jours après, il y en avait à nouveau. J'ai lessivé le sol. Enfin, voilà, c'était un enfer. Et au final, je pensais avoir réussi à m'en débarrasser avant que mon locataire, le nouveau locataire arrive. Et un mois et demi après, il m'a envoyé un message pour me dire je suis désolée, mais j'ai vu qu'il y avait des puces dans le logement. Je me suis dit, oh, c'est pas possible. Et j'ai fini par trouver un monsieur vers chez moi qui s'en occupait, qui fait un peu anti-parasite et tout. Et là, ça a marché. Donc voilà, si jamais il y a des gens à qui ça arrive, ne prenez pas la peine d'acheter des bombes à 30, 40, 50 euros. Même si elles sont violentes, les bombes, et je pense que j'en ai respiré suffisamment. Vaut mieux prendre un mec qui va venir une fois et qui va s'occuper de tout ça. D'autant plus que j'avais mes 2 studios qui étaient au même étage, qui étaient libres en même temps. Et en fait, les puces, elles sont sorties dans le couloir et elles ont été dans l'autre appart, quoi. Donc, tu vois, ça a vraiment été le dernier de mes soucis récemment, là. Ouais, se démultiplient un peu ces petites bêtes et c'est assez insupportable, quoi. Mais bon, ça a un coût, hein, je crois. Enfin, c'est assez cher, hein, je sais pas comment on dit, Les insecticides, je t'ai dit, ouais, les bombes, je sais plus combien j'en ai acheté, mais à chaque fois, c'est 30, 40 euros. J'ai en acheté une dizaine, hein, pour être honnête, à force. Et le monsieur, au final, par rapport au prix que j'ai payé en bombe, je crois que c'était peut-être 200 et quelques, je sais plus. Okay. Mais ça a marché, tu vois. Donc, je pense que c'est pas mal parce qu'il a fait de l'insecticide et des fumigènes. Moi, j'ai eu... Ouais, vas-y, pardon. Non, j'ai eu ce cas-là. Alors, moi, c'est les puces de lit dans Paris. Ah. J'ai fait sur un de mes apparts quand je faisais du Airbnb. Forcément, les gens, ils viennent et avec leur valise et tout, ils ramènent un peu tout et n'importe quoi. Et en effet, j'ai eu ce cas de puce de lit à Paris. Et honnêtement, c'est chaud à traiter et ça sert à rien. Tout seul, c'est impossible à traiter. Hein. Faut faire venir un professionnel. Et pour le coup, c'est pas donné. Heureusement que c'était un tout petit appart parce que c'est au mètre carré et ça coûte vraiment une blinde. Mais ouais, non, enfin, t'as beau laver les draps, laver tout, enfin, c'est mort. Enfin, franchement, ils se mettent partout. C'est assez insupportable. T'as dû jeter et tout ou... Ah ouais, non, oui, faut changer le matelas et tout. Mais se mettait derrière, elle montait sur les murs, derrière les cadres, je sais pas, je sais même pas qu'elle. Et donc, quand tu as les locataires qui arrivent du bout du monde, qui arrivent et qui te disent bon, je dois partir vite du logement parce que j'ai des trucs chelous là. Enfin, c'est des choses à gérer, mais ça fait partie aussi des joies de l'immobilier. Ouais, ça fait partie des expériences où tu dis ça peut arriver, mais bon, il y a des choses que tu préfères avoir plutôt que ça, quoi, parce que c'est vraiment un enfer, les parasites. Et le pire, c'est de les ramener chez soi. Enfin, presque, gentil, c'est de les ramener chez soi parce que c'est pas la même chose. Hein. Tu ramènes chez toi. Là, à la limite, le logement, tu peux le condamner. Tant pis, le locataire, si toi, tu avais quelqu'un en plus un peu sur place. Donc ça, c'est embêtant. Mais chez toi, s'il faut condamner quelques jours, parce qu'après, avec les fumigènes, c'est assez toxique. Hein. C'est un peu problématique. Quoi. Donc ouais, clairement, c'est vite chiant, en fait. Et ouais, rapidement, du coup, j'ai eu aussi, je pense, des galères comme pas mal de monde. J'ai eu des problèmes d'humidité. Parce que je me suis rendu compte à un moment donné, donc bon, il y avait moitié la locataire qui était pas très soigneuse, mais elle aérait pas assez chez elle. Et en fait, on s'est rendu compte en essayant de trouver la cause avec mon conjoint que les fenêtres double vitrage qui étaient là avant que moi j'achète n'avaient pas d'aération aux fenêtres. Et ça, pareil, c'est un truc qui est tout con.
Mais je pense qu'on peut tous passer à côté. C'est que pour qu'il n'y ait pas d'humidité dans ton logement, il faut que l'air il se renouvelle. Et même si tu as un extracteur, une ventilation, par exemple dans ta salle de bain, ta cuisine, mais en fait, l'air, il faut quand même qu'il vienne de quelque part. Et quand tu n'as pas d'arrivée d'air, donc des petites grilles d'aération à tes fenêtres, et en fait, ça fait une dépression dans le logement et ça fait que l'humidité ne part pas. Donc voilà, j'ai eu des problèmes d'humidité, de moisissure qui apparaissaient alors que le logement était totalement neuf. Donc ça apparaît, tu finis tes travaux, tu es content et en fait, tu te rends compte que ça pourrit, tu comprends pas pourquoi. Et en plus, ma locataire qui était en alternance, elle partait pendant 3 semaines et tout. Enfin, donc du coup, le logement n'était pas du tout aéré. Donc voilà. Je vois qu'on a souvent les mêmes galères. C'est bien. On a tous les mêmes galères. J'ai une petite période où j'ai testé la location courte durée, ça s'est mal passé. Ça s'est mal passé une première fois parce que le gestionnaire de conciergerie, il m'a arnaqué. Donc le gars, il s'est barré du jour au lendemain, il me devait 3 000 balles. Il a encore les huissiers au cul à ce jour. Voilà. Et vraiment, je me suis fait escroquer. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Et le gars, il est là, il vit sa vie, il continue de gérer des logements et tout, et de Ah oui, faire ça à d'autres gens. Donc ça, c'est ultra rageant parce qu'en fait, toi, tu te bats, tu as envie de récupérer l'argent qu'on te doit, et en fait, tu as l'impression que le mec, il tranquille, quoi. Enfin, c'est horrible de dire, moi, je suis honnête, mais il y en a qui ne le sont pas, et en fait, ils s'en sortent. Ça c'est un truc qui m'énerve. Du coup, une fois que j'ai récupéré mon logement et que j'ai mis avec une gestionnaire où ça se passait bien, j'ai eu de la prostitution dans mon logement. Donc, je l'ai appris parce que mon autre locataire de l'immeuble m'a envoyé un message un jour en disant, elle m'avait prévenu que les locataires, ça la dérangeait un peu parce qu'il y avait des allées et venues dans la cage d'escalier et tout, mais je me disais, oui, c'est des gens en vacances, ils vont au restaurant, ils reviennent, ils se baladent, enfin voilà, c'est pas non plus un problème. Mais un jour, elle m'a envoyé un message en me disant, c'est pour vous prévenir, il y a les policiers qui sont venus toquer chez moi pour me demander depuis combien de temps j'étais locataire, qui était ma propriétaire et tout. Donc je suis allée au poste de police en sortant du travail en disant bonjour, c'est moi la propriétaire. Enfin, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Parce que voilà, peut-être qu'il y a des contrôles de location courte durée, pas déclarés, etc. Et on m'a dit, ah non, 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 pas du tout. En fait, c'est juste que on m'a mis dans une salle derrière au commissariat. Donc c'était à l'accueil. On me dit, attendez, venez derrière et tout, parce qu'il y a des gens dans la salle. Voilà. Et on m'a dit, alors, vous inquiétez pas, mais votre logement a été loué par un réseau de proxénétisme. Et j'ai pas du tout rigolé. J'ai pas du tout rigolé, mais le policier, pareil, très, très nonchalant, il se marrait, il se dit, ah, vous devriez louer plus cher la nuit, il est sympa votre logement. Et en fait, ils s'en sont aperçus parce qu'il y a un client qui a oublié son téléphone portable et qui a appelé la police pour aller le récupérer. Et du coup, le monsieur qui a parlé avec moi, il m'a dit, c'est moi qui suis allée au logement. Et en effet, il n'y avait pas de doute. Dans la chambre, il y avait tout ce qu'il fallait pour s'adonner à diverses pratiques. Et ça, pareil, une fois que tu l'apprends, c'est chaud. Parce qu'en fait, si tu sais que ton logement est loué par des prostituées ou des réseaux, tu deviens proxénète, en fait. Donc voilà. Il y a à ne pas le savoir, et en plus, moi, c'était géré par une conciergerie, donc en fait, j'étais pas du tout au courant. Et il y a le moment où tu le sais, il faut agir. Donc en fait, on a réussi à dégager les gens. Mais le souci, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte après ça. Je pense que c'était pas les premiers à ce moment-là, en fait, de gens qui louaient pour faire ça. Et en fait, ils m'ont dit, quand ça marche, parce que les policiers sont au courant qu'il y en a, ils disent, en fait, le souci, c'est que quand ça marche dans un logement, ils ont une adresse, entre guillemets. Donc, sous différents comptes, différents profils, ils vont louer avec différentes personnes. Et du coup, voilà, si moi, j'arrête pas le truc, ça peut continuer, tout simplement. Et Oui, mine de rien, après ça... Courant, quoi. Enfin, clairement, tu n'es pas au courant. S'ils créent des profils différents, toi, tu n'es pas sur place, hein, donc tu ne peux pas savoir, quoi. Et je crois qu'à une période, il y avait eu une location pendant 1 mois d'une personne asiatique. Ma concierge m'avait dit. Et c'est là où j'ai ma locataire qui commençait à se plaindre des allées et venues et tout. Mais après, j'ai compris, les allées et venues, c'était les clients. Et après, j'avais des personnes d'Amérique du Sud. Voilà. Et en fait, quand on a réussi à s'en débarrasser, donc à dire aux gens, vous partez du logement immédiatement avec ma concierge, après, on a été beaucoup plus strict sur les réservations. C'était via Booking. Et on a commencé à mettre un petit règlement intérieur en disant sur les gens
en disant aux gens sur Booking, par contre, juste pour vous prévenir, comme on a eu des soucis avec certains locataires, on va vous demander une carte d'identité, machin, enfin voilà, histoire de se... Et j'ai acheté une caméra aussi pour les parties communes. Et en fait, j'ai plusieurs personnes qui voulaient louer, qui ont annulé la réservation quand on leur a dit, par contre, on vérifie l'identité et il y a des caméras dans les parties communes. La caméra dans les parties communes, ça, ils n'aiment pas, généralement, parce qu'ils veulent être discrets. Et en fait, en C'est une vraie parallèle de ça, caméra ou c'est une factice? non, c'est une vraie. Ok. Mais fun Moi, fact, je l'ai acheté, j'ai je l'ai mis. jamais installé. Ok. Au final, parce que quelques mois après, en fait, j'ai décidé d'arrêter parce qu'au final, par rapport aux emmerdes que j'ai eues, c'était pas du tout intéressant. Et j'ai eu beaucoup moins de locations après ça aussi. Donc au final, je me suis dit, tu sais quoi, on arrête, on remet un locataire longue durée, j'ai mon loyer tous les mois et je suis tranquille. Moins d'emmerde. C'est ça. Donc voilà un peu Ouais. les Des petites galères, mais c'est petites bien. galères, quoi. Ça fait partie de l'expérience immobilière, en C'est effet. ça. J'ai jamais eu la procession. Enfin, en tout cas, je l'ai pas décelé moi, mais Je le souhaite pas. moi, je fais plus de Airbnb, donc au moins normalement, je devrais pas en avoir. Et à contrario, du coup, est-ce que tu as des réalisations dont tu es vraiment très très fier? Les rénovations déjà, parce que je vais m'envoyer des fleurs, je trouve que j'ai du goût. Je trouve que j'ai du goût et j'ai trouvé une façon, entre guillemets, j'ai trouvé une façon de rénover où moi ça me plaît, ça plaît aux locataires, j'en fais pas trop, voilà, c'est sympa, ça donne envie, donc voilà, je suis contente de mes rénovations. C'est bête, hein, mais tu refais une salle de bain à neuf, tu choisis des carreaux un peu originaux, genre j'ai une salle de bain, il y a tout un mur qui est jaune. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'auraient fait. Moi, je l'ai fait et ça rend super bien. Voilà, je trouve que j'ai des bons choix de matériaux. Ouais, là, le dernier logement qu'on est en train de rénover, bah, du coup, c'est un des T4 dans mon 3e immeuble. Pareil, tu as la satisfaction, tu vois, d'avoir un logement qui est ancien, qui n'a pas été rénové depuis plus de 20 ans. Tu ponces le parquet, tu vitrifies, tu rebouches les trous dans les murs, tu refais la peinture, tu te retrouves avec une pièce qui est nickel, enfin voilà, qui a retrouvé son charme et tout. Ça, je trouve que c'est vraiment le plus satisfaisant. Tu as toujours la petite peur, bah, du coup, d'avoir des galères et de te retrouver avec des locataires qui vont pas respecter le logement, qui vont casser, etc. Mais voilà, moi, je suis contente de pouvoir proposer à des gens qui, un, ont peut-être du mal à se loger parce qu'il n'y a pas énormément d'offres et qui, deux, quand tu as de l'offre, c'est un peu pourri. Parce que voilà, il y a beaucoup de. En fait, il y a beaucoup d'offres de logement, mais il y a peu d'offres de logement qui est propre, tu vois. Qualitatif, ouais. C'est ça. Donc ça, je trouve que c'est une fierté, quoi. Et pour avoir, je pense que toi, c'est la même chose, hein, mais visiter beaucoup, beaucoup de biens, quand on voit l'état des biens, enfin, le parc immobilier français, c'est une cata, quoi. Enfin, la plupart, ils sont pas rénovés, en effet. Enfin, ça fait 20, 30, 40 ans, ils sont dans leur jus. Et pourtant, parfois, il y a des gens qui vivent dedans. Ouais, non, c'est assez flippant. Donc, en effet, il y a un petit côté quand même fierté, en effet, de refaire les travaux, de refaire des beaux appartements. À titre perso, en général, j'aime pas trop acheter avec locataire en place parce que après, on n'a pas toujours le choix. Mais au moins, moi, j'aime bien faire rapidement les travaux. Au moins, c'est fait. Bon, et puis par rapport aussi au financement. Et bien, forcément, après, le loyer aussi augmente un peu parce que c'est le vieux logement. Souvent, les loyers sont pas très, très hauts, en tout cas plus bas que le marché. Donc, au bout d'un moment aussi, il y a ce côté, il y a ce côté-là. Et clairement, enfin, je sais pas de ton côté, hein, dans ta zone, mais quand tu fais des beaux logements, tu as de la demande et les gens, ouais, ils ont vraiment envie d'aller dans ton logement et puis ils en ont besoin. De toute façon, le logement, c'est un des piliers de la pyramide de Maslow. Donc encore une fois, c'est hyper important et gratifiant de ce côté-là. Et toi, du coup, tu es en région parisienne, c'est ça? Ouais, alors moi, contrario de toi, c'est que je fais. C'est peut-être aussi parce que je suis en région parisienne, mais mes biens sont pas du tout à côté de chez moi. D'accord. Donc je gère tout à distance, en tout Ok. cas, et enfin je me déplace, mais ils sont à moins de 2 heures, mais je me déplace. Pareil, ça fait un peu de temps. Ouais, tu as quand même un peu de distance. Et tu as eu des galères où tu as dû te partir au milieu de la nuit ou des choses comme ça à des heures ou... Non, je pars pas tout de suite. Au bout d'un moment, je dis, il faut que les gens soient aussi un peu adultes. Mais non, j'ai des cambriolages. J'ai eu pendant un moment un logement vacant. Parce qu'il était au rez-de-chaussée sur rue. Ouais, la porte fracturait, donc tout l'appart, en plus un meublé qui était ouverte à tout le monde. Donc très sympa. En plus patrimoine, enfin
c'est classé au niveau patrimoine, voilà, donc au final, on peut pas refaire la porte comme on veut parce Oui. que donc ça met des mois et des mois, enfin, c'est Ça très coûte très complexe. cher. Mais ouais, voilà, donc il y a plein de choses comme ça. Bon, ça fait partie en effet des galères, l'humidité, bon, ça c'est assez classique, hein, le petit dégât des eaux, le petit truc qui arrive, ça, j'ai l'impression que ça On l'a arrive, tous. ça arrive tout le temps. Les ballons qui pètent, enfin ton locataire qui t'appelle, ah, il y a plus d'eau chaude et tout, bah ok, bon bah on va le changer. Enfin, en fait moi j'ai pas envie de me prendre la tête. Enfin clairement c'est Mmh. ok, il y a plus d'eau chaude, ça fonctionne pas. Le ballon, par exemple, je l'ai pas changé quand on a fait les travaux. Ok, j'appelle quelqu'un. Moi j'ai plusieurs à chaque fois dans chaque ville où je suis, j'ai des numéros en fait et j'appelle directement les artisans et ils gèrent en fait. Ouais. Donc Ouais, le ça, c'est ballon, bien il faut que d'avoir ce des soit bons artisans, c'est vrai que ouais, où c'est un j'ai luxe. la zone où j'ai le plus de biens, j'ai vraiment quelqu'un de confiance, voilà, un artisan. Je sais qu'il est plus cher que le marché, par exemple, mais je lui fais confiance, il est hyper réactif et voilà, peu importe, moi ça achète ma tranquillité et c'est honnêtement c'est le plus important. Ouais. Donc au moins voilà, c'est mes locataires, ils m'appellent, je fais. Il y a même parfois des choses, honnêtement, c'est pas à toi de le faire en tant que propriétaire. Voilà, mais j'ai pas envie de me prendre la tête, les toilettes bouchées, le machin, la chasse d'eau qui fuit, j'en sais rien. Enfin, peu importe. Moi, je le fais des fois. Là, ils perdent leurs clés. C'est pas grave, je fais un double, je te le renvoie en chronopost rapide. Enfin, au bout d'un moment, voilà, j'ai pas envie de me prendre la tête avec eux et de dire non, c'est à toi, non, si. Et après, au final, ils sont dégoûtés parce qu'ils comprennent pas et bah peut y avoir un peu un ressentiment, dire bah voilà je paye plus, enfin j'en sais rien. Enfin honnêtement j'ai pas envie de me prendre la tête avec eux Ouais, je comprends. et parfois bah pas grave, ça coûte un peu d'argent mais ça fait aussi partie du jeu. Ok bah parfait en tout cas très clair sur la partie immobilière. On en reviendra un peu sur la fin. Est-ce que tu veux nous parler un peu de bourse aussi? Parce que je crois que c'est, bon, en tout cas, c'est quelque chose sur lequel tu veux aller peut-être un peu plus, parce que c'est un peu plus passif, comme tu l'as dit avant. Ouais, c'est ça. Bah, du coup, moi, je m'y suis intéressée, je pense, fin 2019 à la bourse aussi et c'est vrai, bah, comme je disais, c'est passif, donc c'est beaucoup plus beaucoup plus relaxant, on va dire, en termes d'investissement. Je sais que c'est un sujet qui fait peur à pas mal de monde et moi, j'avoue qu'au début, j'étais pas très à l'aise parce que, en fait, c'est compliqué d'être intéressé pendant, 1 an et demi à un sujet, bah, l'immobilier en l'occurrence et de penser, tout connaître, avoir tout compris et tout et de te remettre dans un truc qui est totalement différent, qui n'a rien à voir et où tu dis: «Bon alors par où je commence?» Donc OK, on va ouvrir un PEA. OK, j'achète quoi? J'achète comment? Avec quels frais et cetera. Donc ça, c'était un peu intimidant au début, je trouvais. J'ai de la chance parce que j'ai un collègue qui investit aussi, qui est plus âgé que moi. Heu, donc voilà, on en a pas mal parlé et ça m'a bien aidé. Et puis encore une fois, voilà, tout le contenu sur internet. Je regardais pas mal de contenu, d'américains notamment, qui je trouve en termes de bourse, ils sont vachement, enfin c'est quelque chose qu'ils connaissent très bien. Ah, ils font moins d'immobilier et plus de bourse, hein, les Ouais. anglo-saxons, à contrario de nous, Français. Mmh. Et du coup, bah, j'ai ouvert mon PEA et au départ, je pense comme pas mal de gens, j'ai acheté des actions qui me semblaient pas mal, avec plus ou moins de succès, et plus ou moins de ouais, de flair, on va dire. Voilà, j'ai du, aéroport de Paris, enfin j'ai des trucs qui sont pas ouf vraiment et surtout j'ai commencé à investir, fin 2019, donc juste avant Covid et que tout s'effondre. Ce qui était pas mal aussi, c'est que comme j'ai commencé à investir, début 2019, bah, en fait en 2020 au moment du krach, j'étais en capacité de bien investir et en fait, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai toujours des actions, Total, BNP Paribas que j'ai achetées à moitié prix, on va dire, par rapport à leur valeur, avant et après crise et je suis bien contente parce que c'est une grosse partie de la plus-value de mon portefeuille aujourd'hui. J'ai acheté une partie de mes actions aussi qui sont pas du coup françaises ou européennes en compte titres. Et voilà, je commence, doucement à prendre quelques ETF pour, moins m'embêter. Mais aujourd'hui, on va dire que ce qui m'intéresse le plus, enfin, moi, ce qui me semble, à titre personnel, ce n'est pas un conseil en investissement, intéressant, c'est plus le luxe. Ok. Heu, le luxe, l'eau aussi, c'est malheureusement, c'est un sujet de tension et on le voit encore, quand il y a des incendies en Californie et cetera ou des entreprises qui pompent toute l'eau à un endroit. Enfin voilà, la gestion de l'eau, c'est quelque chose de très important et je suis vraiment convaincue que ça va l'être de plus en plus, comme beaucoup de monde et heu et un petit peu comme, l'immobilier aussi, voilà, plus de passivité, comme je te disais,
plutôt peut-être me tourner vers des ETF pour pas m'embêter et faire mon petit investissement régulièrement et voilà. Ok. Aujourd'hui, tu as plus d'argent sur ton PEA que sur tes comptes titres. J'ai regardé récemment, je crois que mon PEA, il est entre 25 et 30 000 euros et je crois que mon compte titre, il est à 10, 12 peut-être. Ok. Mais là, comme ces temps-ci, avec les travaux de l'appartement, vraiment tout mon argent va dans les travaux et limite, j'ai plus d'argent sur mes comptes en banque. Ça fait un petit moment que j'ai pas remis d'argent en bourse parce qu'il faut que je termine mes rénovations et Des voilà, priorités. faut que j'encaisse mon loyer. Mais une fois que ça sera fait, j'ai envie de m'y pencher plus et c'est compliqué d'être sur plein d'investissements différents parce qu'en fait, tu as envie de faire tout, mais tu peux pas tout faire. Enfin, à un moment, voilà, on est tous limités par nos capacités financières. Et voilà, en tout cas, je veux m'y remettre quand j'en aurai la possibilité. Pourquoi du coup avoir plus sur ton PEA que sur tes comptes titres? Est-ce que c'était parce que tu as commencé via PEA et du coup, à ce moment-là, tu avais plus de capacité d'investissement, enfin d'épargne, ou c'est vraiment un choix? Je pense que oui, non, c'est vraiment parce que j'ai commencé par le PEA. Je crois que mon compte titre, j'ai dû l'ouvrir peut-être au moins un an après. Mhm. Donc, quand même un an après avoir quand même mis beaucoup d'argent sur mon PEA, on va dire que voilà, c'était la suite logique des choses. Après, comme je te disais, avec les travaux et tout, j'ai mis une grosse pause sur mes investissements. Donc, en fait, mon compte titre n'a pas grossi aussi vite. Il y a le fait aussi que le compte titre. Alors, moi, j'ai commencé sur Training 212 avec les fractions d'actions, etc. Je trouve qu'en gestion, en déclaration, etc., c'est beaucoup plus fastidieux. Mm. Donc, je le fais, mais en vrai, ça m'agace. Et même, je suis un peu persuadée que les fractions d'actions, c'est pas forcément le bon truc pour moi, en tout cas. Donc, déjà, j'aimerais changer de compte titre. Alors, je vais pas transférer mes actions, donc elles sont là et voilà. Mais Ok. je pense que si je réinvestis en compte titre, ça serait plutôt sur un courtier comme DeGiro, par exemple. Euh, Et oui, il y a toute la partie fiscale, gestion et tout, où tu te dis, oh, c'est un peu fastidieux. Le PEA, au moins, tant que j'y touche pas, mon PEA, l'argent qui est dedans, c'est tranquille. Et voilà. Et puis, c'est vrai qu'après, si tu te concentres sur un domaine en particulier, autant acheter un ETF en PEA. Et si je veux me diversifier un petit peu, par exemple, sur la bourse américaine avec un ETF S&P 500, plutôt que d'aller m'embêter à acheter du Coca, du McDo, du Starbucks, etc. Donc c'est à la fois une question de temporalité et puis à la fois parce que je me dis aujourd'hui, voilà, il y a le PEA qui est bien pour l'instant pour la capacité financière que j'ai encore une fois. Et on verra sur un autre courtier peut-être si je veux mettre des billes ailleurs. Ok. Parce que j'ai vu dans une de tes vidéos où tu te disais justement que tu voulais peut-être avoir un peu plus de revenus passifs via de la bourse et tu Mm. parlais notamment des aristocrates dividendes. Euh, Ce qui est plus complexe sur un PEA, en tout cas, hormis, sauf si tu prends bien sûr via un ETF, mais je suis même pas sûr qu'il y ait un ETF aristocrate dividende sur PEA. Et de toute façon, c'est pas très, honnêtement, ils sont pas très intéressants parce que c'est tellement dilué que je crois que les rendements, c'est vraiment pourri. Euh, Hormis Total, bon, qui est un aristocrate dividende européen, plus ou moins, honnêtement, c'est la meilleure. Enfin, ce n'est pas un conseil en investissement, mais c'est clairement la meilleure action, en tout cas, éligible au PEA, selon moi, pour les dividendes. Mais pour le reste, oui, il va falloir, à mon avis, plus aller sur un compte titre. Voilà, si tu veux aller sur des actions américaines ou autres, en tout cas dans cet esprit-là. Et bon, moi, je le dis sur la chaîne, je suis pas fan des ETF S&P 500 ou MSCI World via PEA. Bon, tout le monde me dit oui, c'est la même chose, c'est pareil. Bon, moi, c'est mon petit côté, peut-être parce que je viens de l'immobilier, j'aime bien avoir les vraies choses. Donc, non, désolé. Enfin, un ETF S&P 500 sur PEA, à l'intérieur, oui, il y a des swaps, il y a des choses très complexes ou autres, mais techniquement, vous n'avez pas des vraies actions américaines. Donc, ça, voilà. Moi, j'ai ce petit côté-là qui me gêne, mais ça, après, c'est juste ma vision aussi des choses et je peux comprendre l'autre vision. Ok, très clair. Et du coup, on va venir sur le point justement que je voulais t'amener là-dessus. Donc, tu parles, clairement, tu as commencé par l'IMO. Ta plus grosse expertise, c'est sur la partie immobilière. Et tu nous parles du coup
de plus de passivité, tu en as aussi un peu marre, comme tout le monde, au bout d'un moment, de gérer l'humain. C'est un peu, c'est un peu pénible. Euh, Pourquoi justement pas passer sur ce qu'on va dire appeler immobilier fractionné, tokenisé ou SCPI même? Voilà, est-ce que c'est des classes d'actifs sur lesquelles tu t'es déjà intéressé ou que tu as déjà investi? Et voilà, dis-nous tout un peu sur cette partie. Bah, ouais, franchement, clairement, ce que je te disais, voilà, c'est que je pense que niveau IMO, je suis bien pour l'instant et je veux pas forcément développer cette partie. J'ai envie de plus, équilibrer avec, bah, notamment la bourse. Immobilier tokenisé, je suis pas très fan pour plein de raisons. Il y a quelques années maintenant, il y avait un site, qui était sorti, donc tout le monde avait parlé, j'ai oublié le nom. Là, il me sort, Français, oui. BRICS. Brix, voilà. Qui avait fait un peu parler de lui parce qu'ils avaient fait de la publicité, voilà, avec des créateurs de contenu. Il m'avait contacté d'ailleurs. C'est sur Et, 4. et moi, j'avais dit non, parce que j'avais un peu regardé. Et ce qui me dérange, c'est qu'il y a énormément de frais avec ce genre de société, mine de rien. Quand on regarde, il y en a beaucoup. Et surtout, moi, ce qui m'avait un petit peu chagriné, c'est qu'il partait sur le fait que ouais, l'immobilier, ça augmente tout le temps. Alors peut-être que sur le très long terme, ça augmente tout le temps, mais je pense que quand tu investis sur ce genre de choses, il y a un petit côté un peu trading, entre guillemets, pour pas mal de gens. Et ça permet pas forcément d'absorber les frais et les variations qui peuvent être aussi à la baisse parfois. Et ce qui m'avait un peu dérangé aussi, c'est que, alors, dommage pour eux, c'est qu'il y avait un des immeubles qui proposait à la tokenisation, à la vente sur Brix, pardon, pas Brice, que je connaissais parce qu'il est dans ma ville, littéralement. Et ça faisait peut-être plus d'un an et demi, que je voyais cet immeuble en vente chez moi, beaucoup trop cher. Vraiment beaucoup, beaucoup trop cher par rapport à la zone, par rapport à énormément de choses. Et en fait, qu'ils le proposent, je me suis dit, bah, en fait, ils connaissent pas du tout le coin, parce que quelqu'un qui connaît le coin, qui connaît les prix de chez moi, n'aurait jamais acheté cet immeuble à ce prix-là. Et ça m'a déplu. Donc, je suis pas allée dessus. Voilà. Ok, donc bon, pour toutes les personnes qui suivent ma chaîne, tu viens de citer juste le pire exemple de la Terre. Pour nous, clairement, Brix, il y a pas pire. Ce site pour nous est une arnaque. Enfin, Ah ouais? Alors, aujourd'hui, il y a deux Brix. Il y a le Brix Royalties, justement, avec cette partie d'immobilier fractionné, qui au début, qui a été retoqué par l'AMF. Donc, ils n'ont plus le droit de faire ça parce que clairement, ils faisaient de la merde. Ils connaissaient strictement rien à l'immobilier. Les rendements annoncés étaient faux. Hein. Clairement, c'était une arnaque. Aujourd'hui, ils sont toujours en activité. Ils font plus du crowdfunding immobilier, donc via de l'obligataire et autres. Donc, ils font plus du tout cette partie-là. Apparemment, ils ont l'air d'être un peu meilleurs. Après, bon, moi, la confiance, elle est brisée avec ce site. Enfin, c'est quand même assez abusé. Et pour du coup discuter avec beaucoup de gens qui ont investi à cette période-là, enfin, sur la partie royalties, enfin, fractionnée, enfin, clairement, enfin, c'est honteux. Hein. Aujourd'hui, parfois, ils annonçaient du 8% de rendement. On est à peine du 1, du 2. Il y a plein de vacances locatives. Et en effet, enfin, à titre perso, parce que je fais mes propres recherches avant d'investir, donc je l'avais vu en effet ce que tu viens de dire, et que les biens, alors moi c'était plus j'avais vu des biens, genre je sais plus si c'était vers Belfort, Mulhouse, enfin cette partie dans l'est de la France que je connais un peu par rapport à ma situation familiale, et clairement je voyais que c'était Mulhouse, je crois, et enfin clairement j'ai vu tout de suite que c'était acheté n'importe comment et que c'était clairement de la daube. Hein. Enfin, faut dire ce que c'est et force est de constater que c'est réellement le cas. Mais pour te remotiver par rapport à ça, il y a plein de sites quand même qui sont beaucoup plus sérieux en tout cas et qui connaissent l'immobilier et qui font les choses bien. Et je pense que ça peut. Alors oui, il y a des frais. Enfin, ça, au bout d'un moment, c'est du Mhm. passif, tu gères plus rien. C'est normal d'avoir des frais aussi. Hein, c'est des sociétés. Il faut bien qu'elles se financent. Voilà. Donc il y a des choses, que ce soit en France. Voilà, moi je cite souvent Atoa, qui est quand même qui est une petite structure, mais qui est pas mal. Il y a Tantième, qui est quand même plutôt connu, qui était un peu justement un peu sorti en même temps que Brix, qui est pour le coup qui a quand même plus d'une vingtaine de biens et autres. Donc c'est plus du commercial ou type location courte durée, mais en commercial. Pour le coup, voilà, c'est plutôt du safe, c'est plutôt pas trop mal. Et forcément, sur ma chaîne, on parle beaucoup de realty. Alors là, pour le coup, c'est de l'immobilier aux États-Unis Mhm. principalement. Donc,
Je pense que pas mal de gens sont plutôt fans de ça et pour le coup, tu es vraiment propriétaire, donc à travers, du coup, ta fraction, ton token comme on dit, mais voilà. OK et pourquoi SCPI? Parce que pour pareil, hein, SCPI, c'est classique. Bah, du coup, on va dire que voilà, le tokenisé, ça me chauffe pas trop. Mmh, Realty, je sais, par exemple, tu vois, tu en parlais, il y a pas mal de gens, en effet, qui le font. Moi, je suis plus sur une, alors c'est peut-être une erreur pour certains, mais du franco-français, on va dire, pour, plein de raisons sécuritaires et aussi, par rapport au fait que, voilà, vu ce que je vis avec, mon compte titre, j'ai pas envie de m'embêter encore plus avec un autre truc qui est à l'étranger. Mais par contre, tu vois, les SCPI, pour le coup, je trouve que alors c'est beaucoup plus ancien, c'est beaucoup plus institutionnalisé. mmh. Évidemment, il y a des frais, ça c'est connu, mais c'est quelque chose qui m'intéresse à moyen terme, on va dire, de façon patrimoniale dans mon portefeuille au global parce que justement, voilà, c'est des boîtes qui ont des dizaines, voire des centaines d'immeubles. C'est des grosses structures, c'est des gros mastodontes et bon, c'est beaucoup moins, c'est beaucoup moins risqué, alors peut-être moins rentable aussi, sur le papier, mais voilà, sur du long terme, ça peut faire, un truc intéressant et c'est sûr qu'il y a un moment où je vais m'y pencher. Au début, j'étais vraiment, entre pas contre, mais pour moi, je voyais pas l'intérêt, de par exemple, tu vois, de m'endetter, à acheter des SCPI, à crédit, par exemple, parce que je savais que je pouvais faire beaucoup mieux, moi, en physique, en direct. Mais forcément, quand tu commences à un peu grossir, à diversifier et tout, tu commences, bah, comme tu disais, à vouloir être plus passif, moins géré et du coup, voilà, accepter des choses qui sont peut-être un petit peu moins, rentables, mais où au moins tu sais que tu vas dormir, tranquillement. Mmh. Donc Non, mais ouais, c'est un projet et pour le coup, tu as les voilà, les grosses boîtes institutionnelles où c'est vrai, faut mettre des billets de 10 000, 20 000 €. Enfin voilà, c'est pour des gens qui ont déjà pas mal d'épargne constituée et tout et mais tu as des sites comme, Louvre Invest, que tu dois connaître où, bah, du coup, tu peux acheter des part par part et ça, tu vois, je trouve ça, assez intéressant parce que ça veut dire que tu es pas obligé d'attendre, soit de faire un crédit, soit d'avoir assez d'épargne pour, mettre une grosse somme d'un coup et je trouve que voilà, le concept, est pas mal et ouais, il y a un moment, je pense, de toute façon, je vais y passer. Enfin, je m'y intéresse de toute façon pour, les vidéos, pour la création de contenu et je pense qu'à un moment, je vais y passer en effet, ouais. ouais, bah, en effet, hein, c'est assez ancien les CPI maintenant et il y a beaucoup, beaucoup de sociétés qui restent un peu sur ce côté, ancien, pas très moderne, mais heureusement, il y a quand même, bah, des sociétés qui essayent un peu d'innover et encore une fois, je pense que ce qu'on parlait avant, l'immobilier fractionné et autres, les oblige aujourd'hui à aussi un peu à se renouveler et on voit, bon, bah, moi je parle principalement de Quorum parce que c'est où je suis investi, mais voilà, il y a Iroko notamment aussi, qui du coup, fait des choses pas trop mal, je crois. Donc voilà, il existe en tout cas des sociétés, en tout cas des SCPI qui sont plutôt pas mal et surtout qui sont abordables. Parce que tu parles de, ouais, en effet, 10 20 000 €, mais enfin, je crois qu'Iroko, c'est très très peu les frais d'entrée. Et Quorum, bon, c'est un petit peu plus élevé, mais là, ils ont ouvert USC, je crois que c'est moins. Mais bon, après, faut vouloir aller aux USA. Je crois que c'est moins intéressant pour le coup. Il vaut mieux aller sur du Realty si vous voulez aller aux USA. Ok, bah, très clair. Et du coup, bah, on a parlé bah, tu vas un peu nous en parler. Tu veux rester un peu côté franco-français. Et du coup, pourtant, tu voyages beaucoup. Tu vois quand même pas mal de choses aussi. Bah, je crois que tu as fait des vidéos sur la Thaïlande. Bah, tu es allé au Mexique parce que forcément, tu as ton appartement au C'est ça. Mexique. Donc, tu voyages pas mal. Donc, déjà, un peu enfin, quel pays tu as fait ces derniers temps? Du coup, oui, j'ai passé 3 semaines en Thaïlande, il y a 1 an. Donc voilà, c'était un peu mon 1er gros voyage en Asie. Ça n'aurait pas dû l'être parce que mon 1er gros voyage en Asie aurait dû être, le Sri Lanka en mars 2020 avec mon conjoint. On est partis, on est revenus en catastrophe, voilà, pour la faire, très, très courte et bon, je pense comme, pas mal de gens, un petit peu de voyage en Europe. Moi, je suis amoureuse, d'Amsterdam, notamment, des Pays-Bas. J'apprends le néerlandais depuis 2 ans d'ailleurs D'accord. avec Duolingo pour pouvoir un peu communiquer là-bas, voilà, sans forcément avoir, recours à l'anglais, même si je sais que c'est des gens qui adorent l'anglais. Heu, j'ai fait un stage aux États-Unis en 2012 de 4 mois. Oui, j'ai été au Mexique, du coup pour, acheter, l'appartement et là, le prochain gros voyage de prévu, c'est dans alors un petit peu plus d'1 an, Japon. 3 semaines pareil, avec mon conjoint. Ok.
Bah, c'est bien, Donc tu j'ai casses rajouté des j'ai bouts rajouté le japonais sur Duolingo, aussi. OK, à chaque fois, tu veux apprendre au moins les rudiments, de chaque langue. Ouais, ouais, je trouve ça cool, je trouve ça bien. Ça marche et du coup, alors, encore une fois, on va reparler de ça. Tu souhaites avoir quand même des revenus passifs, donc vivre plus ou moins de tes investissements, en tout cas peut-être un jour. Est-ce que tu as des projets d'expatriation? Non, sauf si j'ai l'opportunité, mais il faut vraiment que je sois dans une situation financière, incroyable, d'aller habiter à Amsterdam. Voilà, c'est OK. mais pas expatriation dans le sens, Dubaï, Thaïlande, tout ça, on Mmh. va dire. C'est vraiment parce que j'adore cet endroit, j'adore la qualité de vie que les Néerlandais ont et voilà, pour la musique aussi, moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Mais je ne m'expatrierai, aucunement pour des raisons, fiscales ou purement, voilà, enfin, comme les influenceurs à Dubaï ou autres, quoi, on va dire. Bon, bah, en même temps, faut pas s'expatrier, enfin, en tout cas, la première raison doit pas être la fiscalité. Enfin, clairement, la première raison doit être, bah, d'aller dans un endroit où vous allez être bien, que ce soit pour vous ou votre famille si vous allez en famille. Parce que sinon, si vous allez que pour la fiscalité, vous risquez d'être un peu déçu. Et Euh, accessoirement, c'est illégal. Enfin, il y a beaucoup de gens qui l'ignorent et qui disent: «Ah mais je vais aller habiter là». En fait, si tu ne peux pas t'expatrier de façon, totalement libre quand tu es résident fiscal français parce que si tu as notamment les gens qui font voilà, qui sont entrepreneurs, qui font du business, qui ont leurs intérêts économiques en France, de manière générale, vous devez payer vos impôts en France, en fait. Vous le savez pas, mais voilà, il faut, je connais un fiscaliste qui dit: «Si vous vous expatriez, comme tu dis, il faut avoir une bonne raison, il faut que ce soit un projet, un truc familial, il faut pas juste aller, en Europe de l'Est parce que la fiscalité, elle est cool». Parce que là, il y a un moment où l'administration fiscale française, elle va vous tomber dessus en vous disant: «Eh, mon coco, tu es bien gentil, mais ta société en Estonie, on sait pourquoi tu l'as faite». Il y a, c'était Caroline Receveur, si je dis pas de bêtises, bon, qui habite à Dubaï. Elle, il y a un moment où elle avait créé ses sociétés, à Jersey, si je dis pas de bêtises, sur une île anglaise et pareil, en fait, elle s'est fait retoquer par le fisc parce qu'on lui a dit: «Bah, en fait, ouais, tu es gentil, tu as créé ta société à l'étranger, mais tes clients sont français». Donc voilà. Moi, aujourd'hui, par exemple, mettons que je vive, totalement de YouTube, par exemple, étant donné que, bah, tous les gens qui me regardent quasiment sont francophones, donc une grosse partie en France, je pourrais pas, dire comme ça: «Bah, tiens, je pars en Thaïlande, je pars à Dubaï», et cetera, quoi. Mais voilà, non, moi, si je devais partir, ce serait vraiment, pour la qualité de vie et je trouve vraiment qu'en Europe, on est pas mal. OK, Donc voilà. très bien. Tu as tout à fait le droit de penser ça et en effet, Amsterdam, c'est très joli. Bon, le temps moyen, mais après, malgré tout, ça reste une très, très, jolie ville. Hem, OK et bon et ben, on va parler un peu de ta chaîne pour terminer, cela. Donc du coup, quand as-tu commencé, du coup, cette aventure? Alors YouTube, ça fait très longtemps. Je crois que c'était en 2011, si je dis pas de bêtises. Ah oui. Ma chaîne YouTube, j'ai créé quand j'étais étudiante, quand je regardais énormément de vidéos de mode, de beauté, et cetera. Donc à cette époque-là, bah, c'est ce que je faisais. Et puis, je crois que tranquillement, ma chaîne, elle était peut-être, à 7 000 abonnés, quelque chose comme ça, enfin vraiment pas énorme. Mais avec le temps, voilà, c'est moins ce qui m'intéressait. J'ai arrêté. C'était vraiment, voilà, du loisir, activité extrascolaire. Et, et en fait, je l'ai entre guillemets «laissé tomber» quand j'ai commencé à travailler parce que j'avais plus le temps. Mais le fait d'avoir, voilà, découvert ce monde dans l'investissement et d'avoir été tout de suite passionnée par ça, bah, avec le temps, mine de rien, tu vois, je me disais: «Ah, il y a un petit truc qui me manque quand même». J'aimais bien avoir mon activité «artistique» entre guillemets, en parallèle de mon boulot qui est du coup, bah, très terre à terre. Et en fait, j'ai repris, ma chaîne en 2020, mais du coup sur, le sujet qui n'a plus, aucun rapport avec, ce que je faisais précédemment, donc à savoir, bah, du coup, l'investissement, la fiscalité, les finances personnelles, le budget, voilà un peu partager mes connaissances et mon parcours d'investisseuse, à ma petite échelle et puis voilà partager des choses différentes un peu avec les gens et bah, je pense que ça se voit quand tu fais quelque chose qui te plaît, parce que, bah, du coup les gens ils accrochent visiblement et ça leur plaît donc c'est cool. Ouais, honnêtement, ta chaîne, bah, enfin, tu viens de le dire, mais on sent la sincérité et franchement,
Moi, j'ai découvert récemment, mais je trouve vraiment ta chaîne est rafraîchissante, on va dire. En tout cas, moi, C'est ça, gentil. on n'est pas, encore une fois, ça va avec, on n'est pas d'accord sur tout, mais ça fait partie de la vie, hein, c'est normal. Mais clairement, non, j'ai vraiment apprécié ta chaîne. Je suis abonné, bien sûr. Donc, n'hésitez pas d'ailleurs à y aller. Il y aura le lien en description et allez vous abonner à sa chaîne. Parce qu'honnêtement, voilà, on apprend plein de choses et surtout sur la partie gérer ses finances, gérer ses budgets. Je trouve ça honnêtement pas mal. Et elle partage honnêtement beaucoup de très bons conseils, mais pas de conseils en investissement. Évidemment. C'est quoi ton objectif avec cette chaîne du coup, Euh, à terme? Bah, pour l'instant, mon objectif, c'est de réussir à faire des vidéos de façon régulière. Parce que tu disais, hein, on travaille tous les deux, donc ça, je pense que toi, tu le vois aussi à ton échelle. Et en plus, étant papa, tu as encore moins de temps que moi. C'est très, très, très chronophage. À chaque fois, je le rappelle aux gens, mais moi, quand je fais une vidéo, ça me prend quasiment 35 heures, en fait. Donc, si je voulais en faire une par semaine, bah, ça serait tout mon temps. Et au bout d'un moment, tu peux pas tous les soirs prendre 3 heures de ton temps perso pour faire ça, sinon tu pètes un câble. Donc, à court terme, on va dire, c'est voilà, réussir à m'organiser et à trouver un peu des solutions pour pouvoir poster aussi souvent que j'aimerais, ce qui est impossible, hein, soyons clairs, mais de façon un peu plus régulière, on va dire. Et bah, mine de rien, c'est un investissement aussi. Là, j'investis du temps, j'investis voilà, des compétences de création, de montage et tout, mais ma chaîne, elle me rapporte aussi des sous. Donc, avant, j'étais en micro-entreprise et là, je suis en SASU depuis environ 1 an, avec une espèce de transition un peu compliquée entre les deux. Et, et voilà, ça me plaît bien et je vais voir où est-ce que ça me mène. Ce qui est bien, c'est que là, comme je suis en SASU, je peux amortir pas mal de choses comptablement. Donc, tu vois, là, en décembre dernier, j'ai fait un séminaire, donc train, hôtel, prix du séminaire, bah, c'est ma boîte qui l'a payé. Si je veux faire des petites formations en rapport avec ça, pareil, c'est la boîte qui paye. Donc, tu vois, entre guillemets, j'essaye de vivre sur ma boîte et de faire des choses qui sont en rapport avec mon activité, voilà, aux frais de la boîte. Euh, Plutôt qu'en perso, c'est toujours ça de gagner. Et puis on va voir comment ça évolue. Là, il y a pas très longtemps, j'ai pris la décision de sauter le pas aussi de la formation. Alors, formation, à chaque fois, j'aime pas trop le mot parce que je suis pas une école, mais voilà, de faire un programme de finances personnelles. Donc ça, c'est un projet qui va, parce que j'arrête de parler avec des si, qui va sortir le jour de mon anniversaire, le 2 mai. Donc Ok. c'est encore plus de boulot que je m'inflige, mais voilà, ça fait un moment qu'il y a des gens qui me demandent et il y a beaucoup de personnes qui me disent: «Ah, est-ce que tu fais des formations en immobilier, en investissement et tout?» Je dis: «Bah non les gars», et moi j'ai l'impression, encore une fois, tu vois, on revient au sujet du début, en tant que femme, j'ai l'impression que tout a été fait et je vois pas ce que moi je voyais pas vraiment ce que je pouvais apporter de plus ou peut-être de différent, OK, mais je suis pas sûre de faire une formation immobilier quand, des formations immobilier, tu en as 50 000 sur internet. Et au final, je me suis dit: «Bah, écoute, tu sais quoi? Il y a un truc que moi j'ai pas vu et au final, dont je trouve on parle pas assez, bah, c'est ce qui se passe avant, le moment où tu investis, c'est-à-dire toute la gestion de tes finances au quotidien, le budget, la gestion de l'épargne, si tu veux acheter, un appart, toi, pour habiter ou ta maison, comment est-ce qu'on fait une demande de crédit? Comment est-ce qu'on parle avec la banque et cetera?» Donc, voilà, c'est les choses sur lesquelles je suis en train de travailler en ce moment. Ok, très clair. Et bah là, on est quoi? Fin avril, dans 3 mois, on va dire. Du C'est coup, ça, tout ça sera live. Et puis, bon, on suivra ça avec plaisir. Et du coup, tu es taureau, comme c'est moi. ça. Voilà, ça se comprend le côté fonceur. Voilà, ça, au moins, tout est clair. Et bah, ok, on a vu l'ensemble des choses. Est-ce que tu as un dernier conseil, entre guillemets, pour des gens qui voudraient se lancer dans l'investissement? N'ayez pas peur d'être curieux et de vous renseigner un maximum avant d'investir, toujours. Mais essayez de ne pas trop vous disperser non plus. Parce que voilà, moi j'ai eu le temps pendant quelques années de faire le tour de plein de sujets différents. Comme je te disais, le vin, les cryptos, le crowdlending, etc. Et au final, je pense que c'est bien de tester un petit peu à petite échelle plusieurs choses. Mais il y a un moment où tu te rends compte que tu vas te concentrer sur 3, 4 piliers maximum. Mais ça sert à rien de faire tous les types d'investissements qui existent. Il faut juste trouver ce qui nous plaît, ce qui fonctionne pour nous, pour notre situation. Et, et voilà. Encore une fois, il ne faut pas réinventer la roue, il ne faut pas essayer d'être plus malin que le système. Il faut juste en profiter pour tirer sa petite épingle du jeu. Ok.
Eh ben, en tout cas, merci pour ce conseil et pour ton temps. Et on se voit du coup dans une prochaine vidéo. Allez, ciao. Merci Cédric.